Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Objectif 2050, investir pour demain. Je suis Guillaume Lucchini, associé fondateur du cabinet Scala Patrimoine, et aujourd'hui on m'a confié toute la liberté de discuter avec vous d'un sujet qui agite et passionne la société. Comme vous le savez peut-être, la France et 130 pays dans le monde se sont engagés vers la neutralité carbone d'ici 2050. Mais sans l'action de tous, cet objectif sera bien évidemment inatteignable. C'est la raison pour laquelle nous avons la conviction aujourd'hui que l'épargnant aura un rôle clé, en tout cas dans cette transition, peut-être même plus qu'avec un simple bulletin de vote. Cette émission a donc pour objectif aujourd'hui de vous faire partager notre intérêt pour l'investissement responsable, vous faire confronter nos convictions avec les acteurs du changement, et l'objectif, c'est de faire émerger des solutions pérennes pour l'avenir. J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter de ces sujets avec Emmanuel Duché, qui est expert aujourd'hui en ISR. Bonjour Emmanuel. Bonjour Guillaume. Vous êtes un expert sur le sujet des fonds ISR. Et ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Certains professionnels aujourd'hui de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs préconisent une approche qui est plutôt inclusive de l'investissement responsable. Finalement, en quoi consiste cette approche, Emmanuel ? En fait, pour répondre à votre question, essentiellement, l'ISR est exclusif, c'est-à-dire qu'il est beaucoup fondé sur l'exclusion, et notamment par secteur entier. Et l'approche inclusive consiste à dire qu'il y a des mauvais élèves ou des élèves en transition, on appelle ça les sociétés en transition, qu'il faut aussi accompagner. Tout à l'heure, vous disiez, on doit tous s'y mettre pour réussir. Mais si vous ne faites que de l'exclusion sectorielle et si vous excluez les mauvais élèves qui sont en transition, on ne répond pas à l'urgence. Je vous donne un ou deux exemples. Il y a quelque temps, on excluait des secteurs entiers, le charbon. Je suis d'accord pour un certain nombre d'exclusions. Je veux dire, charbon, prostitution, enfin, il y a des choses qui sont pas évolutives et qui sont pas au service du bien commun. Il n'y a pas de problème. Sauf que quand on parle armement, quand on voit ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, la question n'est pas est-ce qu'on vend des armes? Est-ce qu'on fait des armes? C'est à qui on les vend? Comment on vit dans des dictatures? Si vous prenez le pétrole, il y a encore 3-4 ans, on excluait le pétrole, le gaz de schiste et le charbon. Je suis entièrement d'accord avec ça. Maintenant, on exclut tout ce qui est carboné. Bon, mais moi je vous donne un petit exemple. Ørsted, que personne ne connaît, qui est une société de production danoise. Il y a 30 ans, elle produisait l'électricité uniquement en carboné. Aujourd'hui, c'est 100% énergie renouvelable. Qui l'a accompagné pendant 30 ans? Qui ont été les actionnaires, à part l'État danois, qui l'ont accompagné pendant 30 ans? Donc s'il n'y a pas d'inclusion, comment voulez-vous? Air Liquide. Air Liquide, il y a quelques années, on vous disait « Ah bah non, Air Liquide, c'est des gaz industriels, c'est de la chimie, etc. » Ben non, pas que. Air Liquide, ils émettent de moins en moins de CO2, ils font de l'hydrogène, ils font des soins à domicile avec des gaz. Saint-Gobain va dire « Ah non, Saint-Gobain, tout le BTP, on va exclure tout le BTP parce que ça émet plein de CO2. » Mais non, Saint-Gobain, c'est aussi des trucs d'isolation. Vous voyez, c'est pas... je pense que c'est pas une bonne idée. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas noir ou blanc. C'est que potentiellement, dans cette conviction, dans cette inclusion, il y a une idée d'accompagnement qui est propice à cette transition. Et c'est pas la part majoritaire de l'ISR, disons-le. Ouais. D'accord. Et cet accompagnement aujourd'hui, comment il se matérialise aujourd'hui, dans les faits? Ça, c'est très intéressant parce que vous prenez des assemblées générales comme Total ou autres et vous avez des ONG qui arrivent, qui bloquent l'entrée, pareil pour Shell, etc. Bon, très bien, c'est des opérations coup de poing, etc. Et puis vous avez des choses qu'on appelle maintenant Silent Climate. On met des résolutions sur le plan du climat auprès de grandes boîtes, notamment des pétrolières. Sauf que pour déposer une résolution, il faut être actionnaire. Comment vous faites? Donc maintenant, on a des fonds ISR qui, du fait des labels, du fait de toutes sortes de raisons, je ne sais pas si on dirait un mot sur les labels, excluent totalement. Fonds de l'exclusion, finalement, n'agissent pas sur la transition. Mais il faut agir de l'intérieur. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir plein de Total en portefeuille. Je ne dis pas qu'il faut forcément les financer, parce que vous le financez Total que quand vous souscrivez à une augmentation de capital. Autrement, vous ne financez pas Total. Donc, il faut être dans la place. Ouais, mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui que pour le grand public, quand on parle d'énergie fossile, il y a un sentiment de se faire flouer quand on parle de Total comme un acteur de la transition par rapport à ce qui se dit, par rapport Total, à ce qui se fait. J'ai pris cet exemple délibérément parce que c'est le gros mot. Bien sûr. C'est un gros mot, Total. Et encore, c'est on va dire la plus vertueuse, entre guillemets, des grandes majors pétrolières. Ok, mais Total, il commence à investir dans l'énergie verte. Et puis c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, est-ce que vous faites des nouvelles explorations? Pourquoi? Mais si vous n'êtes pas actionnaire, comment vous faites? Bien sûr, donc il y a un vrai pouvoir être épargnant et investir finalement dans ces actions pour ça. On sort de 30 ans de système à l'américaine mis par Milton Friedman, où l'actionnaire est le roi absolu et sur le court terme.
Donc, le temps qu'on ait cette transition, il faut aussi qu'on soit un peu actionnaire. Je ne dis pas qu'il faut être actionnaire d'une boîte de prostitution, c'est pas la question. Mais il faut être un peu dans la place quand même. Et après, déposer des résolutions et agir de l'intérieur. C'est ça l'inclusion. Alors, comment se fait-il, ce discours aujourd'hui, on peut l'entendre, bien évidemment, mais comment se fait-il aujourd'hui que pour les associations, ce discours, il soit inaudible ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans les faits que concrètement, quand on parle de transition, on a envie d'accompagner les entreprises et qu'effectivement aujourd'hui, on ne peut pas faire table rase du passé, c'est pas possible, dans plein d'activités. On a hérité d'un certain nombre d'années où c'était un peu la fête sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on passe à la diète complète. Donc il y a une transition qui est difficile, mais comment se fait-il aujourd'hui que ces associations de protection, ces associations de consommateurs n'entendent pas ce discours justement d'actionnariat, on va dire, intelligent ? Une question de pédagogie. Et puis, quand vous dites c'est inaudible, on va dire ça dépend un peu des secteurs. Si vous dites pétrole, vous agitez un chiffon rouge tout de suite, quoi. Bon. Mais en fait, si vous prenez Total, c'est déjà pas que le pétrole et le gaz. C'est en train de bouger. J'ai rien pour Total, en tant que tel, mais c'est juste. Deuxièmement, je pense que, on a navigué, et ça s'est beaucoup accentué, je trouve, ces dernières années, notamment sous l'influence des labels et sous l'influence des réglementations type SFDR. On a beaucoup navigué dans une forme, disons-le tout net, d'ISR bonne conscience. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben non, cachez-moi ce 5, je ne saurais voir. Donc on va exclure des secteurs entiers de l'économie qui sont évolutifs. Et donc on va dire, ah ben on fait que des énergies renouvelables, etc. Et les associations ont été nourries à ce lait-là, si vous voulez. Mais il y a un énorme travail de pédagogie à dire, mais on n'a pas que ça. En fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est compliqué de revenir en arrière, quoi. Non, c'est pas compliqué, c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. On a urgence sur le plan climatique, on a urgence sur le plan biodiversité, on a urgence sur le plan social, notamment avec toutes ces histoires de Milton Friedman où les humains ne sont que des moyens, si vous voulez. Donc on a urgence sur ce plan-là, on est allé beaucoup trop loin. Tout le monde s'y met, c'était votre introduction. Tout le monde s'y met, on ne dit pas tel secteur. Moi, je suis pour l'exclusion entreprise par entreprise, pas secteur par secteur. On regarde chaque entreprise. Et je donnais l'exemple d'Orsted. Et si elle fait la transition, alors après, il faut l'accompagner. Hein. Bien sûr. Il faut être présent aux assemblées, il faut être... Alors, justement, cette présence aux assemblées, parlons-en. On a aujourd'hui un espèce de succès des fonds thématiques, puisqu'on surfe sur la vague, justement, bonne conscience, vert, green, avec tous les enjeux derrière les discours du GIEC notamment. Mais dans les faits, est-ce que les sociétés de gestion utilisent cette action ? Est-ce que toutes les sociétés de gestion se valent ? Est-ce que les politiques, justement, aux assemblées générales sont les mêmes ? Voilà, quel est votre regard par rapport à ça, en ayant finalement audité un certain nombre de fonds de la place et donc ouvert le capot finalement du moteur ? Non seulement audité, mais même noté. Et en fait, non, toutes les sociétés de gestion ne se valent pas. Je regarde énormément le taux de vote. Je regarde s'ils le font réellement et non pas en passant par ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des sociétés qui vous aident à voter et qui vous sortent le truc et vous avez plus qu'à signer en bas. Ouais. Je regarde le dialogue actionnarial, je regarde tout ça quand je note un fonds. C'est absolument essentiel et il faut savoir que les entreprises y sont habituées. Maintenant, pour répondre à votre question sur les fonds thématiques, c'est un peu ce que... Ça fait partie du paysage. Le problème, c'est que je trouve que ça prend une place énorme. Pourquoi ? Parce que c'est facile à vendre. Oui, exactement. Si vous mettez le mot aqua, ou si vous mettez le mot climate, si vous mettez le mot environnement, c'est pareil en français ou en anglais, etc., le client, association, client privé, il sait tout de suite de quoi vous parlez. Mais ce sont des fonds thématiques. Et sur le plan des performances, avec tous les risques que ça comporte, parce que globalement, les fonds thématiques, quels qu'ils soient en action, sont plutôt bons quand les taux baissent, parce que ce sont des valeurs dites de croissance qui se payent un peu plus cher que la moyenne, et plutôt moins bons quand les taux montent. Or, il ne vous a pas échappé qu'en 2022, on a eu un krach obligataire monumental, que les fonds thématiques ont beaucoup souffert en termes de performance. Ils se remettent en place cette année. Mais, oui, donc il ne faut pas que l'ISR ne soit que des fonds thématiques. Surtout pas. Il faut des fonds généralistes. Il faut des fonds, comme on dit, tout ça c'est en anglais, best of, best in class, best effort, meilleurs efforts, etc. Et qui font de l'inclusion. Autrement, c'est quoi le risque ? C'est que l'ISR, ESG, va devenir un secteur en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'effet boomerang. Qui sème l'exclusion, récolte l'exclusion. Bien sûr. C'est-à-dire que vous regardez aux États-Unis, vous avez des acteurs, pas que les lobbies pétroliers, hein. Vous avez des cathos, tradim, tout ce que vous voulez, les évangélistes. Ils disent, ah non, le ESG, machin, l'ISR, c'est un secteur à part entière. Bien sûr. Parce que qui exclut est exclu quelque part. Et ça, c'est un vrai danger. Non, l'ISR, c'est un ruissellement, comment dire aujourd'hui. Donc pour vous, finalement, la démarche qui a été faite avec ces différents labels, puis
on en parlait juste avant, c'est qu'il n'y a pas un label, il y a des labels, a permis finalement de mettre en marche un système, d'aiguiller et de commencer à aiguiller l'épargnant. Et ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est une première marche, mais il y a beaucoup plus à faire. Et c'est là où il faut réfléchir dans son ensemble. Exactement. Alors, les labels, d'abord, le label, je considère que c'est un permis de conduire, si vous voulez. Quand vous avez un label pour un fonds, ça veut dire que vous avez répondu à un certain nombre de critères, d'exclusion, d'inclusion un peu plus maintenant, parce que le label AMF était beaucoup fondé sur l'exclusion, mais au moins exclusion entreprise par entreprise, et non pas secteur. Secteur. Mais effectivement, d'abord, si c'est un permis de conduire, le problème, c'est qu'on en a 3-4 par pays des permis de conduire. Vous avez 3-4 labels en France, vous en avez 3-4, donc il y en a partout. Ils ont tous leurs inconvénients, mais c'est un début, c'est un bon début. C'est un bon début. Ok. Et pour finir, vous êtes pour ou contre le label, finalement, ISR ou pas ISR? Ah, je suis pour. Alors, si on conduit sans permis, là, c'est la cata. Très bien. Merci Emmanuel, en tout cas, pour ces précisions et puis pour cet éclairage sur la notion d'ISR par rapport à l'épargnant. Je vous remercie et puis on se retrouve une prochaine fois pour Objectif 2050.